Par une journée glaciale, un jeune homme marchait seul dans la neige qui tombait, par un temps suffisamment froid pour geler l'hiver lui-même. Il se souvenait que la température ce jour-là était de 20 degrés Celsius en dessous de zéro. À ce moment-là, il remarqua un petit chat marchant difficilement dans la neige, laissant derrière lui ses minuscules empreintes de pas. Le chat s'approcha de lui et commença à miauler en s'accrochant à sa jambe, ce qui l'amena à s'interroger sur la raison de tous ces miaulements. Le chat continua de le regarder et de miauler comme s'il essayait de lui dire quelque chose, et il réalisa qu'il voulait qu'il le suive. En effet, le jeune homme marcha derrière lui, pensant qu'il ne l'aurait pas ignoré et aurait continué son chemin comme d'habitude. Peut-être que la raison était le temps extrêmement froid qui avait éveillé sa pitié. Le chat le conduisit dans une ruelle sombre et étroite, alors il illumina l'endroit avec son téléphone pour voir. Le chat regarda vers un climatiseur extérieur où il découvrit deux autres petits chatons dessus, couverts de neige et tremblants à cause du froid intense. Il ressentit un choc et se précipita chez lui où il dit à sa mère surprise qu'il expliquerait tout plus tard et lui demanda où se trouvait le coussin chauffant. Il apporta les petits chatons à l'intérieur et les plaça délicatement sur un coussin chauffant vert pendant que sa mère et la mère chat observaient la situation. L'un des petits chatons, noir et blanc, avait l'air d'être déjà décédé. Lui et sa mère le regardèrent, et sa mère dit qu'il semblait mort, alors il commença à le caresser doucement, essayant de réchauffer son corps gelé. Mais le chaton, de la taille de sa paume, ne revint pas à la vie. Dans une tentative désespérée, il utilisa un sèche-cheveux pour le réchauffer, se demandant s'il aurait pu le sauver s'il l'avait trouvé plus tôt. Alors qu'il caressait son petit corps et commençait à sentir que ses efforts étaient vains et qu'il était sur le point d'abandonner, un miracle se produisit. Le chaton laissa échapper un faible gémissement, et ainsi le jeune homme devint responsable de prendre soin de ce chat, qu'il nomma Pichy. 8 ans plus tard, Pichy apparut, maintenant adulte avec une attelle à la patte. Le jeune homme lui dit qu'il devait y aller maintenant. Il s'assit ensuite pour dire au revoir, s'excusant et lui disant que c'était vraiment le dernier jour, promettant qu'il terminerait ses affaires et reviendrait jouer avec elle. Il avertit Pichy de ne pas sauter ou de faire des mouvements dangereux tant que sa patte n'était pas guérie, puis lui dit qu'il partait maintenant. Le jeune homme mit un casque électronique sur sa tête, et un message apparut à l'écran indiquant que l'authentification biométrique était terminée. Alors que le casque s'allumait, un autre message indiquait une connexion au monde de la métazone où il se connecta avec succès sous le nom de serviteur Kim. Dans le monde du jeu, le serviteur Kim accomplissait un rituel religieux, priant les dieux pour la force de punir l'injustice et d'accorder des bénédictions aux guerriers. Alors qu'il priait également pour renforcer leurs esprits et chasser l'énergie maléfique. Il ordonna ensuite à l'un des rangs de guerriers d'avancer, apparaissant complètement immergé dans l'atmosphère de la bataille. La bataille faisait rage à l'intérieur du jeu où son équipe affrontait un monstre massif tandis que des frappes sacrées dorées pleuvaient sur lui d'en haut. Le monstre lança une attaque féroce, déplaçant son bras pour libérer une vague d'énergie violette qui repoussa les guerriers. Malgré de nombreux coups, il réussit à former une épée d'énergie en préparation d'une nouvelle attaque. Après de longues journées de combat continu, la bataille touchait enfin à sa fin, et la dernière équipe de Flash était sur le point de devenir la première équipe de l'histoire du jeu à vaincre le dieu géant, Locke. Le serviteur Kim se préparait à contrer l'attaque du monstre avec son bouclier, qui brillait avec l'emblème d'un lion brillant, tandis que Locke tirait une volée de projectiles à travers des cercles magiques, qui se rassemblaient pour former un faisceau massif qui détruisit la zone où se tenaient les guerriers, mais le serviteur Kim le bloqua avec son bouclier. Le serviteur Kim donna ses ordres, demandant au premier rang de maintenir leur position tout en ordonnant au troisième rang de se retirer, avertissant d'une autre attaque majeure à venir. L'attaque dévastatrice du monstre continua d'endommager les rangs des guerriers, alors il ordonna au deuxième rang de s'aligner derrière lui, annonçant que le monstre était sur le point d'entrer dans sa phase finale. Les guerriers se préparèrent à utiliser leurs compétences ultimes alors que des boucliers hexagonaux brillants commencèrent à apparaître. Alors qu'en réponse, Locke se prépara également à lancer son attaque la plus puissante. Le serviteur Kim expliqua que c'était la dernière tentative du monstre et demanda à tout le monde de rester vigilant, les assurant qu'ils allaient l'achever en utilisant la compétence ultime du deuxième rang. Il activa ses compétences défensives en utilisant le bouclier sacré, le sanctuaire et la bénédiction de Dieu, se déclarant le bouclier incassable. Il leur assura qu'ils avaient atteint le point où toutes les autres équipes avaient échoué et souligna la nécessité de suivre le plan avec précision, sinon toute l'équipe serait anéantie. Ils étaient entrés dans une phase que personne n'avait atteinte auparavant, et leur succès dépendait entièrement de sa capacité à bloquer l'attaque imminente du monstre. Locke tira un faisceau massif d'énergie violette de sa bouche, et les visages de tous les membres de l'équipe étaient remplis de détermination. Leur plan était d'endurer puis de lancer une attaque totale pour mettre fin à la bataille, rempli de l'espoir qu'ils seraient les premiers à réaliser cet exploit historique. Le serviteur Kim s'agenouilla derrière son bouclier hexagonal brillant, prêt à recevoir l'immense coup. Mais au moment crucial, il disparut, et un message apparut annonçant sa déconnexion du jeu. Le reste de l'équipe fut laissé dans un choc et une incrédulité complets, et l'un d'eux commença à crier de désespoir, demandant où était passé leur chef. Dans le monde réel, un message système apparut sur l'écran du jeune homme indiquant qu'une condition anormale avait été détectée dans son corps et que la connexion avait été interrompue de force,
lui demandant s'il avait besoin d'un sauvetage immédiat. Le jeune homme était allongé sur son lit, se débattant, tandis que quelque chose sur son visage l'empêchait de respirer. Il se redressa soudainement en haletant, seulement pour découvrir que son chat, Pichy, était assis sur son visage au-dessus du casque. Il lui cria dessus avec colère en lui demandant pourquoi elle ferait ça à un moment aussi critique. Son cri résonna à l'extérieur de la fenêtre de sa chambre, car il s'avéra qu'en raison de sa déconnexion soudaine, son équipe avait échoué à la bataille et une équipe rivale saisit l'occasion de revendiquer la première réalisation de la défaite du monstre. Le jeune homme hurla de la souffrance mentale. Son équipe n'avait pas obtenu de points de classement et avait chuté dans les classements, et 5 mois de préparation avaient été gaspillés. Comme prévu, la tragédie se déroula, et une réunion juridique majeure eut lieu pour discuter des répercussions de l'échec du raid. La métazone du jeu était devenue un phénomène historique, apportant des changements à toute l'humanité en réalisant le premier véritable métavers. Après sa sortie, beaucoup de gens préférèrent la vie à l'intérieur à la réalité, et y aller pour le travail et revenir à la réalité après les heures de travail devint une partie de la vie quotidienne jusqu'à ce que le monde se transforme en un endroit où il n'était plus étrange pour quelqu'un de présenter son travail comme marché. En raison de ce changement révolutionnaire, les meilleurs joueurs de la métazone ont pu acquérir d'immenses fortunes et être honorés comme des héros nationaux. Avec le nombre croissant de joueurs professionnels, des lois connexes et des cabinets d'avocats spécialisés comme le cabinet d'avocats Dodo ont été créés. L'une de ces lois était spécifique aux équipes de raid de monstres, permettant de réclamer une compensation à la personne responsable de l'échec du raid. Par conséquent, il devint courant lors des événements majeurs que des contrats officiels soient établis dans le monde réel avant qu'ils ne commencent, et les membres de l'équipe semblèrent mécontents lors de l'une de ces réunions. Une plainte fut déposée contre le serviteur Kim par 15 plaignants, exigeant une énorme compensation pour leur baisse de classement, l'annulation d'un important contrat de parrainage et la perte de 5 mois d'efforts, le montant total atteignant 1,125 milliard. Au cours de la session, le jeune homme fut choqué en calculant l'énorme somme dans sa tête tandis que l'avocat annonçait officiellement la demande de compensation. Le jeune homme expliqua que l'équipe était composée de 10 membres principaux et de 15 mercenaires. Et malgré quelques désaccords, la réunion se termina avec lui acceptant de payer la compensation, se sentant soulagé par le soutien de ses 9 coéquipiers. Le jeune homme sortit du cabinet d'avocat se sentant vaincu avant qu'un homme ne l'appelle en tant que chef. L'homme demanda s'il était vrai qu'il avait vendu son équipement dans le jeu, et il répondit oui, expliquant que c'était la seule façon de compenser les mercenaires. Se souvenant avec le cœur lourd de la façon dont il avait vendu tous ces objets précieux, qui étaient évalués à des centaines de millions de 1, l'homme demanda pourquoi il voulait jouer en solo maintenant, et le jeune expliqua avec un sourire que depuis qu'il était devenu le chef de raid, il n'avait pas pu passer de temps avec son chat et se sentait coupable envers elle. L'homme le surprit en annonçant qu'il quittait le jeu maintenant, ce qui le choqua. Il se sentit responsable et s'excusa, mais l'homme le rassura et lui dit qu'il comprenait sa situation. Il lui présenta ensuite une boîte portant la marque Metajar en cadeau d'adieu. Le jeune homme refusa d'abord, disant qu'il ne pouvait pas accepter l'équipement de son coéquipier après tout ce qui s'était passé, mais l'homme insista pour qu'il le prenne, expliquant qu'il n'en avait plus besoin. Les 2 hommes se dirent au revoir, et le jeune homme remercia son coéquipier. Quand il arriva à la maison, il annonça son retour à ses chats, puis s'assit sur le sol près de l'entrée, fatigué et triste, et laissa échapper un long soupir tandis que son chat, Pichy, s'approchait de lui et miaulait comme pour le réconforter. Le jeune homme se demanda avec confusion ce qu'il devait faire maintenant car tous ses plans de retraite étaient basés sur la possession de l'équipement précieux qu'il venait de vendre. Quand il remarqua son chat, Pichy, essayant de jouer et de sauter, il la gronda doucement, lui rappelant de ne pas le faire tant que sa patte n'était pas complètement guérie. Mais elle insista. Et il fut impressionné par sa force et accepta de jouer avec elle pendant seulement 5 minutes. Il a commencé par des exercices d'échauffement, en déplaçant un jouet en forme de souris devant son chat qui le regardait avec une attention intense. Et elle s'est rapidement impliquée avec enthousiasme dans le jeu, poursuivant le jouet partout. Le jeune homme pensait à la frustration que devait ressentir son chat énergique, incapable de bouger à cause de sa blessure. Après l'échauffement, il a annoncé que le temps de la chasse avait commencé, ayant préparé un ensemble de boîtes en carton comme terrain de jeu. Alors que la chatte se préparait à bondir, il a déclaré avec sérieux qu'il s'était maintenant transformé en souris et qu'il allait lui montrer les mouvements parfaits d'une souris. Et il a commencé à déplacer habilement le jouet, imitant ses sons pour attirer son attention. Pichy se cachait à l'intérieur d'une des boîtes en regardant sa proie, puis elle a sauté pour essayer d'attraper le jouet. Le jeune homme l'a encouragé à continuer, lui disant qu'il était temps de récompenser son serviteur pour avoir joué avec elle si sincèrement. Pichy s'est précipité dans la boîte, et le jeune homme a trouvé ça mignon. Et elle a finalement réussi à attraper le jouet alors qu'il pensait à quel point il était accro à ce genre de jeu avec elle. Après la séance de jeu, il a préparé de la nourriture pour les chats et s'est assis avec ses 2 chats, Pichy et Lulu, disant à Lulu que cette viande était ce que Pichy avait chassé et qu'elle devait la remercier. Le jeune homme s'est rendu compte qu'il avait joué pendant 10 minutes au lieu de 5 et s'est souvenu du conseil du vétérinaire de s'abstenir de jouer avec elle jusqu'à ce qu'elle soit complètement rétablie.
Se rappelant sa conversation avec le médecin où il lui avait dit que Pichy était pleine d'énergie et devenait stressée si elle ne jouait pas. Alors qu'il réfléchissait à un moyen de libérer l'énergie du chat sans qu'elle ait à bouger, il a reçu une notification sur son téléphone. La notification concernait un retrait programmé de plus d'1,1 million, et il s'est souvenu qu'il avait oublié les versements de la facture d'hôpital. Il s'est de nouveau senti angoissé et s'est demandé ce qu'il allait faire car il n'avait plus d'argent pour couvrir ses dépenses. Ses yeux se sont posés sur la boîte que son coéquipier lui avait donnée, alors il a décidé de l'ouvrir. Pensant à la façon dont l'un des membres de son équipe lui avait donné cet équipement après avoir décidé de se retirer du jeu, il s'est tourné vers son chat, Pichy, et lui a dit qu'elle était une grande partie de cet incident. Et si elle rencontrait un jour son coéquipier, elle devrait s'excuser auprès de lui. Il a mis en plaisantant la boîte vide sur sa tête et a noté qu'il pouvait bien respirer, disant qu'un incident comme la dernière fois ne se reproduirait plus. Le jeune homme a regardé l'heure et s'est rendu compte qu'il se faisait tard. Alors il a dit au revoir à ses chats et leur a dit qu'il reviendrait. Réalisant qu'il était devenu difficile pour lui de viser à nouveau les premiers rangs, il s'est allongé sur son lit et a placé la nouvelle boîte de vitesse sur sa tête en pensant qu'une personne doit s'efforcer de gagner sa vie. En effet, Servant Kim s'est connecté au jeu une fois de plus, déterminé à remplir ses responsabilités de serviteur envers ses chats. Son plan impliquait un risque élevé pour un rendement élevé alors qu'il se trouvait dans la zone de lave et pensait à quel point il était dangereux pour lui d'être là dans son état actuel après avoir vendu tout son équipement. Il pariait qu'une autre équipe de raid serait occupée à combattre le Phénix, ce qui signifiait que les autres monstres ne réapparaîtraient pas. Mais il s'est rendu compte que cette prédiction était basée sur des souvenirs d'il y a 6 ans, et il ne savait pas comment les choses avaient changé après les nombreuses mises à jour. Heureusement, il a réussi à attraper un énorme poisson blindé de la lave et s'est senti ravi quand il a découvert que son spot de pêche doré existait toujours. Le poisson était un bori de lave, un ingrédient rare, et il a estimé qu'en attraper 50 serait suffisant pour payer le versement de l'hôpital. Le jeune homme s'est assis et a commencé à pêcher tranquillement, se demandant combien de temps s'était écoulé depuis qu'il avait passé du temps seul comme ça. Au cours des 5 dernières années, tout son temps avait été consacré au raid avec son équipe. Bien qu'il ait tout perdu ce qu'il avait construit en un seul instant, il se sentait en paix en ce moment. Ses yeux ont commencé à larmoyer, et il s'est demandé si quelque chose y était entré. Soudain, il a remarqué quelque chose d'étrange et d'alarmant et s'est demandé avec choc si le phénix réapparaissait plus tôt que prévu. Un énorme vortex est apparu dans le ciel, et de celui-ci, un puissant rayon de lumière a jailli et a frappé le sol, créant une onde de choc massive. Et de cette lumière, une nouvelle créature a émergé, ressemblant à un loup et englouti dans des flammes célestes pâles. Le jeune homme s'est rendu compte que cette créature n'était pas le phénix et a conclu de son apparence majestueuse que c'était un nouveau monstre boss qui nécessitait une équipe pour être vaincu. Il savait qu'il était impossible de s'échapper et que l'affronter avec ses capacités actuelles serait un suicide. Il a senti son extrême malchance. Il n'avait attrapé qu'un seul poisson, et maintenant un nouveau monstre apparaît dans son seul spot de pêche, et il espérait désespérément que le monstre ne resterait pas là. Soudain, il a trouvé les énormes mâchoires du monstre juste derrière sa tête, ce qui l'a terrifié, mais le monstre ne l'a pas attaqué. Au lieu de cela, il a commencé à lécher son visage avec son énorme langue. Il était déconcerté, couvert de la salive du monstre, se demandant la raison de ce comportement étrange, et se demandait même avec incrédulité si le monstre essayait de le tuer en le léchant. Il s'est senti dégoûté et en colère et a crié sur le monstre, exigeant qu'il le tue d'une manière propre et rapide, ajoutant qu'il n'était pas d'humeur à tolérer cette journée. Dans un dernier acte de défi, il l'a pointé du doigt et a juré qu'il le laisserait le tuer maintenant parce qu'il était faible, mais il a juré qu'un jour, il serait celui qui le vaincrait. L'énorme monstre a incliné la tête en regardant le jeune homme. Puis, de façon inattendue, il a laissé échapper un profond miaulement. Le jeune homme a été extrêmement surpris et confus et s'est demandé s'il avait bien entendu cela, puis s'est confirmé qu'il avait bien entendu le mot miaulement. Il a conclu que ce monstre était conçu sous la forme d'un chat, et il a aimé l'idée novatrice de concevoir un chat non mignon avec une apparence aussi majestueuse. Soudain, une idée lui est venue. Il a relié le fait que le monstre était un chat et qu'il tenait une canne à pêche et a pensé qu'il pourrait être capable de survivre s'il jetait l'appât et s'enfuyait ensuite. Il a décidé de tenter sa chance, alors il a crié sur le monstre, lui disant d'attendre, et lui a dit qu'il allait lui donner une friandise, puis a jeté le poisson qu'il avait attrapé. Bien qu'il ait pensé que cela ne fonctionnerait pas, il a vu que cela valait la peine d'essayer. Le jeune homme a jeté le poisson et a commencé à courir pour sauver sa vie. Quand il a regardé en arrière, il a été choqué de voir que son plan avait fonctionné. Le monstre avait bondi sur le poisson avec enthousiasme. Il s'est arrêté un instant, pensant qu'il ne devrait pas abandonner si facilement, et l'a tiré avec sa canne à pêche. Mais le monstre s'est accroché fermement, alors le jeune homme terrifié a jeté la canne et a décidé de sauver sa propre vie. Le monstre s'est assis et a mangé tout le poisson, l'avalant d'une seule gorgée, puis s'est léché les lèvres comme s'il avait apprécié son repas. Mais après avoir terminé, il a reporté son attention sur le jeune homme et a bondi sur lui avec une vitesse incroyable, créant une puissante vague d'énergie, puis a laissé échapper un hurlement assourdissant. Le jeune homme s'est senti terrifié,
se demandant la vraie nature de cette créature. Puis un message système est apparu annonçant sa mort, lui disant qu'il se transformerait en fantôme et serait transporté au cimetière. Alors qu'il était un fantôme, il a vu le monstre pousser son corps mort et a espéré qu'il perdrait tout intérêt et s'en irait. Mais le monstre a retourné son corps et a commencé à pétrir sa poitrine avec ses énormes pattes, tout comme le font les chats. Il était terrifié par ce comportement et a décidé de s'échapper immédiatement au cimetière. Le jeune homme s'est retrouvé en tant que fantôme devant une statue d'ange et s'est vu offrir la possibilité d'être ressuscité avec une pénalité de perte de 5% de son expérience. Alors il a soupiré, déterminé à récupérer son spot de pêche. Il a ouvert la carte du jeu en essayant de trouver une solution et a supposé que puisque la zone de lave était le territoire du phénix, il était probable que le nouveau monstre n'était apparu que pour une durée limitée. Le jeune homme est revenu en tant que fantôme dans la zone de lave, s'accrochant à un faible espoir que le monstre ressemblant à un chat aurait disparu. Mais son espoir a été anéanti car il a constaté qu'il était toujours là. Le monstre tournait autour de son corps allongé sur le sol, et il se demandait avec confusion pourquoi il gardait son cadavre au lieu de partir. Et a bientôt supposé que ce fichu chat attendait qu'il revienne à la vie juste pour le tuer à nouveau. Le jeune homme s'est rendu compte qu'il n'y avait qu'une seule solution à laquelle il pouvait penser pour le moment. Son plan était simple et consistait en 2 étapes. Premièrement, reviens à la vie dès que le monstre tourne le dos, et deuxièmement, cours aussi vite que possible dans la direction opposée. Le jeune homme s'assit et regarda, attendant son moment opportun. Le monstre s'allongea à côté de son cadavre et sembla s'assoupir. Alors le jeune homme réalisa que c'était la chance qu'il attendait. Il accepta immédiatement l'option de résurrection, et en effet, il revint à la vie et apparut à côté du monstre endormi. Il déglutit nerveusement et essaya de s'éloigner furtivement, mais il avait à peine fait un seul pas quand le monstre ouvrit soudainement les yeux et se leva derrière lui de façon inattendue. Il se figea sur place de terreur, se demandant si le monstre avait fait semblant de dormir. Et avant qu'il ne puisse bouger, il sentit sa lourde patte se poser sur son épaule. Il hurla et essaya de s'échapper, mais le monstre le rattrapa facilement et l'écrasa d'un coup puissant qui mit fin à sa vie instantanément, faisant apparaître à nouveau le message « Vous êtes mort » à l'écran. Le monstre regarda le cadavre avec une expression qui semblait confuse. Dans le cimetière, alors qu'on lui offrait à nouveau l'option de résurrection, il pensa sarcastiquement qu'il avait enfin trouvé un bon moyen de s'échapper et qu'il ne s'attendait pas à ce qu'un jour vienne où il utiliserait les manœuvres tactiques qu'il avait apprises dans l'armée. En effet, il revint à la vie cette fois, mais au lieu de courir, il resta allongé à plat ventre, confiant dans le succès de son plan. Il commença à avancer lentement et prudemment, s'arrêtant lorsqu'il sentait le monstre ouvrir l'œil. Et quand il le refermait, il continuait à ramper en silence complet. Soudain, il fit un faible bruit, et le monstre se tourna immédiatement vers lui. Il fut choqué que le monstre réagisse à un son aussi simple. Alors qu'il était allongé sur le sol, le monstre s'approcha de lui et commença à le lécher, prêt pour une nouvelle partie, et le jeune homme réalisa qu'il s'était impliqué avec le mauvais psychopathe. Après être mort pour la 3e fois, le jeune homme hurla de pure frustration. Dans le monde réel, il frappait son oreiller de colère, agacé par ce monstre dérangé. Il décida finalement d'aller dormir, pensant qu'il aurait un ulcère à cause du stress s'il continuait et se persuada que même un monstre comme celui-là ne l'attendrait pas jusqu'au lendemain. Alors qu'il se promenait dans sa chambre, contrarié par ce souvenir frustrant, il remarqua son chat, Pichy, dormant avec la tête à l'intérieur du casque de jeu. Il sourit un peu, pensant qu'elle avait dû s'endormir là-dedans, et s'approcha d'elle, la traitant de petite canaille, et remarqua qu'elle n'utilisait pas la cachette qu'il avait achetée pour elle. Mais soudain, il ressentit une sensation étrange. Il réalisa que la cicatrice en forme de X sur le front de son chat était exactement au même endroit que la cicatrice sur le monstre dans le jeu. Il fut choqué pendant un moment, mais il rejeta rapidement cette idée comme impossible et se moqua sarcastiquement de lui-même, se demandant comment un chat pourrait se connecter à un jeu et que ce n'était qu'une coïncidence. Le lendemain, il retourna au jeu, espérant désespérément que le monstre serait parti. Il regarda autour de lui avec anxiété pour découvrir que le monstre était effectivement parti, et il rit de soulagement. Mais juste au moment où il se détendait, le sol trembla, et le monstre apparut à nouveau devant lui. Le monstre miaula, et le jeune homme perdit complètement son sang-froid, décidant qu'il ne pêcherait pas de l'aventurer si c'était aussi difficile. Le monstre se tourna et lui montra son dos, alors le jeune homme ferma les yeux de désespoir. Et quand il les ouvrit, il se retrouva à regarder l'arrière du monstre. Soudain, un message système mystérieux apparut lui disant qu'il avait été choisi et qu'il avait obtenu une classe de serviteur caché. Il s'interrogea avec confusion sur la signification de ce message, répétant les mots serviteur et choisi. Un autre message apparut annonçant que le pouvoir de Colina réside maintenant dans son être, et il commença à crier en signe de protestation parce qu'il n'avait jamais entendu parler d'une telle classe auparavant. Il réalisa qu'il était forcé de changer sa classe et se demanda paniqué ce qui se passait. Un cyclone se forma, et une énergie sombre commença à circuler autour de son corps. Une fois le processus terminé, un dernier message apparut confirmant qu'il était devenu un serviteur.
Le jeune homme se demanda avec choc et colère comment sa classe avait changé et ce qui était arrivé à son personnage de chevalier sacré. Soudain, il entendit une voix dans sa tête l'appelant serviteur et lui demandant s'il pouvait l'entendre, et il réalisa que c'était la voix du chat géant qui l'envoyait directement dans son esprit. La voix se présenta avec un titre long et grandiose, expliquant quel était le conquérant qui descendit pour souiller la terre de ténèbres, l'incarnation de l'ombre, et que son grand nom était Calinus, protecteur des 3 royaumes et premier empereur de Noxtera. Le jeune homme nota avec sarcasme que le monstre avait toujours le dos tourné vers lui, et il avait l'impression de se faire donner une leçon par son arrière-train. Calinus expliqua qu'il avait rencontré un problème lors de son invocation et que son corps ne bougeait pas comme il le souhaitait, c'est pourquoi il l'avait choisi pour être son serviteur. Le jeune homme se demanda s'il s'agissait d'une quête surprise et demanda à Colina ce qu'il voulait de lui, à quoi ce dernier lui répondit qu'il devait devenir ses mains et ses pieds et l'aider à récupérer son corps d'origine. Une fenêtre de quête tutoriel apparut lui demandant d'apprendre ses devoirs, d'utiliser ses compétences et de vérifier le statut de son maître avec une récompense mystérieuse appelée RPP, ce qui le rendit curieux de savoir ce que c'était. Soudain, le monstre commença à agir comme un chat, se frottant contre sa jambe et miaulant, ce qui le surprit, et il se demanda ce qu'il faisait et réalisa que cela s'appelait se frotter les fesses. Le jeune homme se mit en colère et se plaignit de cette situation ridicule où sa classe avait été changée et maintenant on lui demandait de l'aide. Alors Colinu lui dit calmement que s'il ne le voulait pas, il pouvait le ramener à son état précédent. Le jeune homme décida de d'abord vérifier la nature de cette nouvelle classe et découvrit qu'un serviteur sert son maître et obtient des points de jeu de rôle, RPP, qui lui permettent d'utiliser les capacités de son maître. Il lut sa liste de devoirs, vérifia le statut du maître, fournir un foyer confortable et offrir de délicieuses friandises, et nota qu'il ressemblait au devoir d'un serviteur envers un chat plus qu'à toute autre chose. Il pensa qu'il découvrirait comment utiliser les points plus tard et termina la quête, puis ouvrit la fenêtre des compétences, qui comprenait chasser un monstre et préparer des collations. Il conclut que la classe était comme un dompteur qui sert son maître. Alors qu'il pensait à abandonner, il se souvint de l'avis de paiement de la facture d'hôpital. Une nouvelle idée lui vint. S'il pouvait négocier les récompenses et les heures de travail, ce ne serait peut-être pas si mal après tout. Il changea complètement de ton, s'adressant au monstre respectueusement en tant que maître, exprimant sa compréhension de sa frustration, puis se présenta formellement en tant que serviteur Kim, affirmant qu'il était un expert dans l'étude des chats et que Colina était venu à la bonne personne. Colina demanda s'il pouvait bien s'en occuper, et il répondit que les actions parlent plus fort que les mots. Le jeune homme savait que le monstre ne le craignait pas, mais il décida d'utiliser la situation à son avantage. Il expliqua à Colina que les chats ne laissent pas les étrangers s'approcher, puis s'approcha prudemment et caressa le monstre. Le monstre répondit joyeusement, se frottant contre lui et miaulant. Colina fut impressionné par ce qu'il vit et lui dit qu'il commençait à lui faire confiance, ce à quoi le jeune homme répondit avec confiance qu'il ne trouverait pas un serviteur comme lui. Un message apparut indiquant que la communication entre eux avait réussi, et la fenêtre montra que le statut de Colina était anxieux avec un indice de stress élevé, complétant ainsi la quête pour vérifier son statut. Le jeune homme se demanda pourquoi le niveau d'anxiété de son maître était si élevé, et il réalisa bientôt que le moment était venu pour les monstres de réapparaître dans la zone. Un petit monstre ressemblant à une salamandre de feu apparut, alors le jeune homme dit à son maître qu'il avait réussi à vérifier son état. Il l'informa qu'il était dans un état d'anxiété sévère, et lorsque Colina demanda pourquoi, le jeune homme devina que la raison était l'environnement inconnu, expliquant que les chats se sentent anxieux en dehors de leur territoire. Colinus rejeta cette explication, considérant l'anxiété comme un sentiment pour les faibles et déclara que la solution était de faire de ce monde entier son territoire. Le corps de Colinus bondit instinctivement sur le monstre salamandre, mais son indice de stress augmenta encore plus, et la salamandre réussit à s'échapper, ce qui augmenta son stress. Colinus rugit de colère, se demandant où était passée la proie. Et à ce moment-là, le jeune homme activa la compétence de capture. Il pointa un cadre en forme de plateau d'argent sur la salamandre en fuite et l'ouvrit, et un message système annonça qu'il l'avait capturé avec succès. Le jeune homme apparut tenant le plateau couvert et dit calmement à Colinu que cela faisait partie de son service. Il demanda ensuite à son maître s'il avait été très déçu après avoir perdu la proie. Et après cela, il libéra la salamandre captive de sous le couvercle du plateau. Immédiatement, Colinus écrasa la salamandre, évacuant sa colère. Le jeune homme demanda à son maître son opinion sur son service, et un message apparut indiquant que son humeur s'était améliorée et que son indice de stress avait diminué. Colinus admit qu'il se sentait plus à l'aise, et le jeune homme exprima son plaisir. Après avoir prouvé sa valeur, le jeune homme suggéra de commencer à négocier, expliquant avec un sourire qu'il avait une famille à charge et qu'il avait donc besoin de vacances et d'argent suffisant pour assurer sa subsistance. Colinus fut choqué par l'idée qu'un serviteur prenne des vacances, et le jeune homme confirma nerveusement que c'était bien le cas. Colinus admit qu'il n'avait pas l'argent de cette terre, alors le jeune homme suggéra une solution alternative. Il garderait les objets que Colina obtenait de la chasse. Colina accepta cette compensation car il avait besoin de lui pour contrôler son corps et demanda si cela suffisait,
ce à quoi le jeune homme accepta avec joie. Le jeune homme pensa qu'il ne savait pas comment gagner sa vie après ne plus pouvoir pêcher de poissons enfouis dans la lave, mais il découvrit maintenant que monopoliser les objets qu'il obtenait de son maître était plus rentable et plus sûr. Il sentait que la chance lui avait enfin souri et que chaque nuage a une lueur d'espoir. Il remarqua que dès que le cadavre d'un monstre disparaissait, son maître, Colina, perdait tout intérêt et partait, ce qui lui fit se demander si ce n'était vraiment qu'un gros chat. Il décida de passer à l'étape finale de son service. Il utilisa donc la compétence de préparation de collation, et le système l'informa que la seule collation qu'il pouvait préparer était grillée au sel. Avec un mouvement magique, il termina de préparer la salamandre grillée au sel, qui apparut devant lui dans un bol. Le système demanda s'il voulait informer son maître que la collation était prête, et il accepta, se sentant curieux. Soudain, Colinus apparut à côté de lui, s'interrogeant sur la source de l'odeur, et le jeune homme réalisa que la compétence de préparation de collation était aussi un moyen d'invoquer son maître imprévisible. Colinus goûta la nourriture et montra une grande admiration pour sa saveur, puis lécha le bol et en demanda plus. Le jeune homme accepta avec empressement et promit d'en apporter plus immédiatement. Des messages du système apparurent annonçant la fin de sa quête de tutoriel. Il reçut 20 points de jeu de rôle, RPP, et 5 points supplémentaires pour la satisfaction de son maître, et une nouvelle quête pour la deuxième phase fut créée. Le jeune homme commença à collecter tous les objets qui tombaient des monstres que Kalina chassait, et il remarqua qu'un grand nombre de monstres commençaient à réapparaître, et son maître les chassait activement. Il pensa à la façon dont ses poches se remplissaient d'argent à chaque fois que son maître chassait, alors qu'il ne levait pas le petit doigt, et il sourit joyeusement, se demandant si c'était le goût de la chasse automatique. Il commença à courir sur le champ de bataille, ramassant le butin, et remerciant avec enthousiasme son maître. Colinus remarqua son bonheur, et le jeune homme promit qu'il ferait de son mieux pour l'aider. Lorsque le temps de recharge des compétences se termina, il décida de l'utiliser à nouveau avec enthousiasme, et Colina vint se précipiter pour manger son repas. Le jeune homme ouvrit la fenêtre de quête et accepta le début de la deuxième phase, qui l'obligeait à utiliser ses capacités pour résoudre un problème auquel son maître était confronté, en se rendant dans une ville voisine avec une récompense de 50 points. Il pensait que cette tâche semblerait normalement facile, mais il était maintenant confronté à un dilemme. Comment pouvait-il entraîner ce gros chat avec lui jusqu'à la ville? La fenêtre d'état de Colinus réapparut, montrant que son indice de stress augmenterait s'il quittait son territoire, et le jeune homme réalisa que c'était le problème qu'il devait résoudre. Le jeune homme s'approcha de son maître, Colina, qui se trouvait près d'une piscine de lave volcanique, et lui dit qu'il avait un plan. Alors Colina lui ordonna de parler. Il suggéra qu'il devait y avoir une raison pour laquelle Colina avait été invoquée dans cette zone et que la meilleure chose à faire était de se rendre dans une ville voisine pour chercher des informations. Colinus fut d'accord avec son évaluation, et le jeune homme se sentit un peu coupable parce que cette idée provenait à l'origine d'une quête qu'il avait reçue. Colinus se demanda comment y parvenir et si son mouvement était limité par le concept de territoire d'un chat. Le jeune homme lui rappela que son territoire s'étendait légèrement avec chaque monstre qu'il vainquait, ce que Colina confirma. Le jeune homme expliqua qu'il devait vaincre le maître de la région, le phénix, afin de pouvoir se déplacer librement. Colina comprit le plan et demanda quelle était la force du phénix, et le jeune homme lui dit que c'était un oiseau immortel qui devenait plus fort à chaque fois qu'il ressuscitait de la mort. Colina trouva cette créature intéressante et déclara avec confiance qu'elle s'agenouillerait devant son pouvoir. Mais le jeune homme souligna un problème. Le phénix crache du feu, et l'instinct du chat pousserait le corps de Colina à courir et à se cacher. Par conséquent, il conclut qu'il devait d'abord faire en sorte que Colina n'ait pas peur du feu. Dès que le feu était touché, les instincts du corps réagissaient. Alors que Colina reculait d'un bond et roulait sur le sol en panique, il admit qu'il ressentait effectivement de la peur et ordonna à son serviteur de trouver un moyen de surmonter cette peur par tous les moyens nécessaires. Le jeune homme offrit un poisson buri de lave au Colina effrayé, puis annonça que la peur disparaîtrait une fois qu'il l'aurait plongé dans la lave, ce qui choqua Colinus, qui demanda si son plan était de le jeter dans le volcan. Le jeune homme confirma que c'était le moyen le plus sûr de s'adapter. Et lorsque Colinus exprima des doutes, le jeune homme le rassura, expliquant que son corps, en tant que monstre boss, possédait une très haute résistance à la chaleur. Colinus fut surpris d'apprendre cela, et le jeune homme essaya de le tenter avec le poisson. Le jeune homme jeta le poisson dans la lave, mais Colinus s'assit calmement sur un rocher au milieu de celle-ci, ce qui étonna le jeune homme. Colinus annonça que le poisson ne le tentait plus, et le jeune homme fut choqué de voir à quel point il avait perdu tout intérêt aussi rapidement. Puis il sauta gracieusement de la lave. Le jeune homme réalisa qu'il devait passer au plan B, alors il utilisa un sort de rappel pour retourner à un point enregistré et dit à son maître qu'il reviendrait tout de suite. Colinus paniqua, lui demandant où il allait et s'il allait le laisser seul, mais le jeune homme disparut à travers le portail, le laissant le chercher anxieusement. Le jeune homme se téléporta instantanément à la ville de Granadia. Il entra dans l'entrepôt de l'aventurier où le commerçant l'accueillit. Il demanda de la canne à sucre, de l'eau de source éthérée, une corde d'escalade et de la dynamite. Quand elle lui demanda son but, il répondit qu'il avait l'intention d'apprivoiser un monstre,
puis ajouta qu'il avait aussi besoin d'une catapulte, ce qui la laissa perplexe. Elle lui souhaita la victoire. Et alors qu'il partait, il sentit qu'il oubliait quelque chose. Il se souvint soudainement et se précipita, lui disant qu'il y avait encore une chose qu'il voulait. Le jeune homme retourna dans la zone de lave et se dirigea vers un arbre géant connu sous le nom de Bujinmok ou le bois qui ne brûle pas. Il expliqua qu'un monstre vivant dans cet arbre avait acquis une résistance au feu en mangeant son écorce. Le jeune homme grimpa à l'arbre et plaça de la canne à sucre comme appât car il savait que ce monstre aimait les sucreries, et il se souvint à quel point il avait été difficile de le chasser dans le passé. L'arbre trembla, et un monstre de feu en sortit, s'annonçant comme Kerbero le Grand, gardien des enfers, et se demandant avec colère qui osait troubler son sommeil. Alors que Kerbero mangeait la canne à sucre, le jeune homme y versa de l'eau de source éthérée, une eau capable d'éteindre les flammes les plus féroces et de faire perdre à la cible sa résistance au feu pendant 5 minutes. Le jeune homme pensa que la proie préférée des chats est la souris. Les flammes de Kerbero furent éteintes, et le grand gardien des enfers se transforma en une petite souris de feu rose et duveteuse. La souris de feu cria sous le choc, se demandant ce que le jeune homme lui avait fait, et ce dernier s'adressa à elle joyeusement, disant qu'elle était mignonne comme d'habitude. La souris se fâcha et le menaça, mais le jeune homme continua de se moquer d'elle. La souris proposa d'épargner sa vie en échange de la canne à sucre, mais le jeune homme la décrivit comme étant pathétiquement mignonne. La souris eut un mauvais pressentiment et réalisa qu'elle ne pouvait pas utiliser son feu, alors elle décida d'attaquer physiquement, criant qu'elle lui avait donné une chance de survivre. Alors qu'elle attaquait, elle se retourna soudainement et s'enfuit, jurant de tuer le jeune homme la prochaine fois. Le jeune homme cria, essayant de l'arrêter, mais la souris de feu sauta directement dans une piscine de lave à proximité. Le jeune homme sourit sarcastiquement, disant qu'il était sur le point de lui dire qu'elle avait perdu sa résistance au feu. La souris de feu hurlait à cause de la douleur intense de la lave alors qu'elle essayait de sortir, tandis que le jeune homme riait hystériquement. La souris continua de pleurer, et le jeune homme continua de rire. Une nouvelle fenêtre de tutoriel apparut expliquant qu'il pouvait utiliser des points de jeu de rôle, RPP, pour transformer un monstre en disciple, qui ne subirait pas de dégâts des attaques de son maître et pourrait être renforcé avec des points. Le jeune homme attrapa la souris de feu qui pleurait et la porta, et la souris lui demanda ce qu'il faisait et où il l'emmenait. Le jeune homme lui dit sérieusement qu'il était désolé, mais qu'il allait l'offrir en sacrifice à son maître et lui demanda de ne pas lui parler pour qu'il ne s'attache pas. La souris était horrifiée et commença à déplorer son sort, qu'elle mourrait avant de se marier, et le jeune homme répondit sarcastiquement que c'était vraiment dommage. La souris implora pour sa vie, alors le jeune homme lui offrit une issue. Si elle faisait ce qu'il demandait, non seulement elle survivrait, mais il l'aiderait également à trouver un partenaire de vie. La souris accepta immédiatement et demanda désespérément ce qu'elle devait faire. Le jeune homme le calma et expliqua que la première façon de survivre était de devenir le disciple du maître, précisant qu'un disciple n'est pas affecté par les attaques du maître, assurant sa survie. Puis il lui offrit la deuxième solution, qui était d'attirer le maître et de le faire tomber dans la lave, ce qui choqua la souris qui le traita de serviteur ingrat. La souris accepta de devenir un disciple, rappelant au jeune homme sa promesse. Le jeune homme ouvrit la fenêtre de création de disciples et commença le processus, et un cercle magique apparut autour de la souris de feu. La souris fut transformée en une essence magique et capturée sous le plateau d'argent du jeune homme, et un message du système confirma que la souris de feu était devenue un disciple. La scène revint à Kalina, qui attendait avec impatience, et demanda à son serviteur pourquoi il était en retard. Le jeune homme lui dit d'attendre avec impatience ce qu'il avait apporté, lui assurant qu'il n'y avait rien au monde qui puisse l'exciter plus que cela. Le jeune homme libéra la souris disciple de sous le plateau. Quand Colina vit la souris, il ressentit une sensation étrange et excitante, et son cœur commença à battre rapidement. Le jeune homme dit à la souris, Squeaky, que son maître allait affronter le phénix et lui confia la tâche d'éliminer la peur de son maître et lui demanda de guider le maître pour la grande cause des ténèbres. Le jeune homme donna à la souris une potion de vitesse, elle s'élança donc, réveillant l'instinct félin chez Colina, qui se lança avec excitation à sa poursuite, se dirigeant droit vers la lave. Colina se lança en avant par instinct, sautant par-dessus les rochers alors qu'il chassait la souris de feu. Déterminée à ne pas la laisser s'échapper, la souris tira une rafale de feu, mais Kalina l'esquiva habilement et continua de se rapprocher de sa proie. Le jeune homme observa de loin et saisit le détonateur de dynamite, pensant qu'il pourrait avoir besoin de l'utiliser pour gagner du temps pour la souris. La souris sentit que le jeune homme l'avait piégé, mais soudain, le jeune homme apparut entre eux, bloquant le chemin de Colina et criant à la souris de continuer à courir. Colina fut surpris par cette intervention, et le jeune homme s'excusa pour le malentendu. La souris continua de courir jusqu'à ce qu'elle atteigne une fissure et la traverse jusqu'au bord d'une falaise surplombant un vaste lac de lave où Colina la coinça, affirmant qu'elle ne pouvait pas s'échapper. Colina lui dit qu'il allait jouer avec elle, mais la souris le défia audacieusement d'essayer de l'attraper et sauta par-dessus le lac de lave. Sans hésitation, Colina sauta après elle, oubliant complètement sa peur du feu dans le feu de la poursuite. Le jeune homme remarqua comment les actions de son maître se chevauchaient parfois avec celles de son chat de compagnie.
Colina demanda à propos de ce chat et s'il s'agissait de la famille qu'il avait mentionnée plus tôt. Le jeune homme répondit oui, la décrivant comme petite, mignonne et mauvaise perdante. Et il se rappela comment son chat, Pichy, refusait son contact au début, pour finalement poser sa patte sur sa main. Il sourit en se souvenant, puis posa sa main sur la patte géante de Collinus et lui offrit son aide. Et après cela, il le poussa doucement vers la lave. Collinus trouva que toucher la lave lui donnait une agréable sensation de chaleur, et il voulait profiter de ce bain. Le jeune homme lui dit que maintenant qu'il avait surmonté sa peur du feu, il pouvait affronter le phénix, et Collinus acquiesça avec confiance. Le phénix apparut à l'horizon, et le jeune homme expliqua que pour le vaincre, il fallait empêcher sa capacité à renaître. Et il dit à son maître qu'il avait conçu une stratégie pour cela, ce qui amena Collinus à le décrire comme un serviteur fiable. Le phénix émergea de la lave tandis que le jeune homme et son maître se préparaient à l'affronter. L'oiseau déploya ses ailes enflammées et menaça ses adversaires, puis attaqua en respirant un énorme jet de feu, mais Colina l'esquiva. Le jeune homme savait que le vrai problème résidait dans l'immortalité de l'oiseau, et il expliqua à Colina que pour l'éliminer, il devait frapper son noyau précisément lors de sa deuxième renaissance. Colina doutait de sa capacité à le faire, mais le jeune homme l'assura avec confiance qu'il le rendrait possible. La bataille commença alors que le phénix plongeait et que Colina chargeait pour le rencontrer. L'oiseau essaya de s'élever, tandis que Colina le suivait rapidement et esquivait ses attaques de feu avec une agilité incroyable, puis réussit à se hisser dessus et le frappa avec force au sol. Le phénix vaincu déclara qu'il renaîtrait, et le jeune homme dit à son maître que la première phase était terminée. Il expliqua que la taille et la puissance destructrice du phénix allaient maintenant doubler, mais Colinu resta impassible. Le phénix se leva de la lave, maintenant beaucoup plus grand et plus fort, et jura de les brûler et de les réduire tous les deux en cendres alors que les flammes remplissaient la zone. Et puis il lança une boule de feu massive. Colina se tenait face aux flammes, protégeant apparemment son serviteur. Alors le jeune homme donna des instructions tactiques pour cibler l'oiseau après qu'il ait ralenti. Le phénix chargea à nouveau, et Colina sauta dans les airs pour l'intercepter et réussit à le renverser et à le frapper plusieurs fois. Colina saisit le corps du phénix, puis, de toutes ses forces, l'écrasa. Et le jeune homme fut impressionné par la facilité avec laquelle il avait terminé la deuxième phase. Alors que le phénix mourait, il jura de refleurir, et c'était son deuxième moment crucial de renaissance. Colina l'attrapa et commença à frapper son noyau à plusieurs reprises pour l'empêcher de renaître à nouveau. Au milieu d'une éruption volcanique, le jeune homme donna ses instructions à la souris de feu, Squeaky, pour attirer à nouveau son maître vers la falaise. Le jeune homme se prépara, réalisant que le vrai défi commençait maintenant. Il se souvint de ses tentatives précédentes pour vaincre le phénix et de la façon dont les équipes échouaient à arrêter sa renaissance en raison des violentes éruptions volcaniques, qui étaient un signe de la volonté de l'oiseau de renaître. Il avait passé des mois dans le passé à réfléchir à la façon de surmonter cet obstacle, et maintenant il espérait que son maître pourrait suivre son plan. Le plan commença lorsque la souris attira Colinu, et ce dernier commença à la chasser jusqu'à ce qu'ils atteignent le bord de la falaise. Et quand la souris sauta, Collinus se précipita après elle, incapable de s'arrêter. À ce moment-là, le jeune homme utilisa une compétence pour installer une catapulte, la positionna près du bord, et la catapulte en bois géante apparut devant lui. Le jeune homme encouragea la souris à accélérer un peu. Et quand elle eut peur, il lui dit qu'elle devait être fière car elle était la seule capable de diriger le maître. Le jeune homme lança un projectile de la catapulte transportant la souris vers le volcan où se trouvait le noyau du phénix. La souris se tenait sur le noyau tandis que Colina s'en approchait à la vitesse d'une fusée. La souris se souvint qu'un disciple ne subit aucun dommage des attaques de son maître et se demanda avec terreur si le jeune homme l'avait piégé. Colina entra en collision avec le noyau du phénix avec une force énorme, le brisant. Le jeune homme célébra le succès du plan et récupéra le noyau dormant de l'oiseau. Une série de messages système apparurent confirmant la défaite du phénix, que la zone de lave était devenue le territoire du maître, qu'ils avaient réalisé le record de la victoire la plus rapide et que le jeune homme avait reçu 30 RPP. La souris se réveilla confuse et pensa qu'elle était au paradis, alors le jeune homme se moqua d'elle. Et la souris réalisa qu'elle était vivante et eut peur. Colinu arriva et loua l'excellente stratégie, alors le jeune homme félicita son maître d'être devenu le maître de la zone de lave. Une énorme structure ressemblant à un temple apparut, et ils marchèrent vers elle jusqu'à ce qu'ils atteignent l'intérieur où ils trouvèrent un coffre au trésor. Et le jeune homme pensa que c'était la récompense pour avoir réalisé le record et sentit qu'il pouvait placer ses espoirs un peu plus haut. D'accord, c'est la fin de l'histoire. Merci d'avoir regardé. À la prochaine.